Hello les amis, nous sommes le vendredi 3 juillet et aujourd'hui j'ai le plaisir d'inviter Martine Vonner, députée de la circonscription Alsace. Bonjour Madame Vonner Bonjour, bonjour Monsieur Trotta. et merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors, vous êtes un député c'est votre premier mandat, vous êtes médecin à la base. Qu'est-ce qui vous a fait rejoindre la politique? Tout à fait. Alors, je suis médecin psychiatre. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se parle, c'est un moment un peu particulier, hein, puisqu'il y a des mouvements au plus haut niveau. Le gouvernement est en train de changer. Alors, si jamais le téléphone sonne, on ne sait jamais, hein, j'interromprai la conversation. Qui sait, je ne sais pas. Des fois qu'ils auraient d'un seul coup la bonne idée d'enfin de regarder un tout petit peu du côté du social, ou d'une couleur verte. En tout cas, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Alors, en effet, oui, je suis médecin psychiatre. C'est un parcours, j'allais dire, professionnel qui s'est interrompu juste avant que je me lance dans cette campagne législative, puisque je travaillais depuis 2 ans dans une boîte privée familiale, dans ce que je sais faire pas trop mal, je crois, c'est-à-dire de développer de l'offre de soins pour des patients en souffrance psychique. Et il se trouve que dans cette aventure, c'est moi-même qui étais très fortement en souffrance psychique, parce qu'il se trouve que les psychiatres peuvent aussi faire des burn-out et les cordonniers sont toujours très mal chaussés. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'étais dans une phase de parenthèse professionnelle et j'ai eu l'occasion de le dire au président Macron. Je me suis mise en marche au sens propre et au sens figuré. Voilà. Ce qui m'avait d'ailleurs été reproché au moment de ma campagne législative, où j'ai goûté tout au début à la violence des réseaux sociaux, prétendant que j'avais fait campagne sur le dos de l'assurance maladie, mais tout cela est déjà loin et j'ai été complètement dédouanée. En tout cas, mon affaire a été classée parce que vous me donnez l'occasion de redire encore une fois à mes électeurs que non, dès que j'ai été choisie par la commission d'investiture, j'ai fait campagne, comme chaque citoyen d'ailleurs peut le faire, au titre j'allais dire, d'un break sur un parcours professionnel et donc au titre de congés payés. Donc je le redis, voilà, ce qui m'a fait me lancer de façon peut-être pas suffisamment réfléchie, mais en tout cas, je me suis lancée sans aucun a priori de ce que pouvait être un mandat d'élu national, donc avec sans doute ce qui peut me caractériser parfois, une forme de naïveté par rapport à un rôle de député, et je préciserai dans la Cinquième République, parce que c'est tout à fait particulier. Et donc on précise que, évidemment, vous étiez sous les couleurs de La République En Marche. Tout à fait. Souvent on dit les députés de La République En Marche sont des députés godillots, mais vous, vous avez affirmé votre tempérament rapidement, parce que par exemple, de mémoire, vous avez voté contre la prorogation du glyphosate. Vous avez voté contre la ratification de Du l'accord CETA, CETA. voilà. Et puis arrive cette extraordinaire affaire, hein, du Covid-19, hein, où vous supportez le protocole du professeur Raoult. Qu'est-ce qui vous a fait rejoindre, donner votre accord au protocole du docteur Raoult? Alors, je vais peut-être resituer dans ce que vous dites. Ça avait même commencé bien avant le glyphosate, puisque un de mes tout premiers combats a été la loi Asile, Immigration, Intégration. Et dans ma vie passée, ayant été la directrice médicale du SAMU social de Paris, et étant à même de pouvoir défendre la situation, et notamment, déjà à l'époque, je trouvais que la France
qui est quand même une terre d'accueil, n'était pas forcément à la hauteur de ses valeurs en matière d'accueil des plus vulnérables et de l'accompagnement de ces plus vulnérables. Donc c'était vraiment un moment, qui m'a fait prendre conscience dans mon mandat, de l'impossibilité à suivre, ce grand groupe politique qui lui était, sans réserve, appliquer la politique du gouvernement. C'est important de le dire parce que, voilà, je crois que j'ai mis un an quand même. La première année a été une année de calage. À chaque changement professionnel que j'ai pu avoir, je me suis toujours donné le temps de ce que j'ai appelé un rapport d'étonnement. Et là, bon, d'habitude, un rapport d'étonnement, on le fait en 15 jours, 3 semaines. Là, il m'a fallu, d'une certaine façon, un an, déjà pour comprendre, exactement le fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est pas si simple que ça, de se dire parce que quand on arrive dans cette grande maison, on a un poids énorme, sur les épaules. Il y a toute la confiance, des électeurs, cet engagement qui est quand même un engagement, de chaque instant. Et c'est, pour moi, c'est toujours encore, valable maintenant, à l'heure où je vous parle, c'est vraiment quelque chose de très engageant. Donc cette première année qui, m'a donné la possibilité de prendre mes marques, hein, et lors de ce projet de loi, c'est là que j'ai pris conscience que je non, déjà ce que ce groupe politique, 300 collègues, qui votaient, et vous l'avez dit très justement, je ne sais pas s'ils sont tous godillots, mais en tout cas, ils sont tous extrêmement fidèles, à ce que demande l'exécutif. Et là, je me suis dit que voter les yeux fermés systématiquement, déjà pour moi, ça serait pas possible. Donc ça a été, la première loi sur laquelle je me suis démarquée, puisque j'ai été la première, députée du groupe majoritaire à déposer des amendements et à soutenir des amendements contre le gouvernement. Donc ça a été vraiment, et je tenais à y revenir parce que ça a été une étape importante pour moi. Et donc, on va passer en effet tout de suite, à cette phase. D'ailleurs, on n'en est pas tout à fait sorti, hein, de cette crise quand même qui est assez surréaliste. Et je dirais pourquoi j'utilise ce mot-là. On est en effet, mi-mars quand on rentre, dans le confinement. Et alors peut-être resituer où j'étais à ce moment-là, c'est important parce que nous aurions dû logiquement, à partir du d'ailleurs ça s'est quasiment présenté comme ça, à partir du 6 mars, l'hémicycle devait suspendre ses travaux. L'interruption de cette période, interruption classique annuelle. Et j'avais décidé de partir, avec mon conjoint à l'autre bout de la planète, dans sa famille. Et en effet, le premier discours du président Macron, je l'ai entendu depuis l'Australie. Et alors peut-être que cette distance aussi, physique, m'a fait dire immédiatement qu'il se passait quelque chose, de surréaliste. Hem, on avait droit à du «en même temps» de la part du président. Avec, oui, nous rentrons dans une crise majeure. Il n'a pas utilisé tout de suite la sémantique de la guerre, mais on en était aux prémices. Mais, donc vous allez devoir rester chez vous, chers concitoyens, mais surtout, n'oubliez pas d'aller voter. Et là, vu de l'Australie, où j'avais donné d'ailleurs, toutes les délégations de vote à mon fils pour qu'il aille, voter, pour moi, je me suis dit: «Il est en train de se passer quelque chose». Je voyais aussi, j'observais, à quel point ayant mis, les pieds sur le sol, australien le 5 mars. J'avais tout de suite été accueillie, enfin tous les passagers de l'avion avaient été accueillis, par, des brigades sanitaires avec, des feuilles A4 expliquant tout à fait ce qu'était ce virus, comment il fallait se comporter, les gestes barrières. Les frontières de l'Australie ayant fermé avec la Chine début janvier, immédiatement.
Là, je me suis dit, «C'est quand même incroyable, ce continent, où il n'y a pas un seul cas déclaré» et on entendait déjà, on savait qu'en France, il y avait les premiers cas. Il y a une espèce de déphasage en France, par rapport à ce qu'on sent monter, hein, ce qu'on sent arriver et les actions, de l'exécutif. Donc j'ai suivi tout cela, de très, très près et bah, mon voyage en Australie a été, extrêmement écourté, parce que je me suis dit: «Mais c'est pas possible, il faut que je rentre». D'abord, je suis médecin, je me suis toujours tout de suite inscrite, depuis l'Australie dans la réserve sanitaire. J'ai en plus une maman, très âgée qui est une malade chronique, plein de pathologies, donc je me suis dit: «Non, voilà, il faut que je rentre». Donc je retournerai en Australie parce que pour finir, j'y ai pas passé beaucoup de temps et quand je suis rentrée, donc avec mon conjoint, nous prenons, le dernier avion, via Singapour. Là aussi, sur Air France, quelque chose d'assez surréaliste parce que alors nous étions tous entassés, hein, c'était le dernier avion, donc on était tous les uns sur les autres. Alors masqués quand même, moi j'avais pris la précaution de me déplacer déjà pour le voyage aller avec un masque. Et alors on nous confie une feuille, voilà, un questionnaire, avec je ne sais plus combien de questions, feuille recto verso, que chacun prenait énormément de soin à remplir avec, ben, voilà, ça passait, les 2 dernières semaines, qu'avez-vous fait? Où étiez-vous? Qui était assis à côté de vous dans l'avion? Où vous allez? Toutes les coordonnées, les antécédents, de toutes les maladies et cetera. Bah, cette feuille, il se trouve que, j'attends toujours qu'on me la demande parce qu'arrivée à Roissy, alors là, autant, 10 jours avant, en arrivant en Australie, on nous accueillait déjà avec toutes les recommandations. Arrivé à Roissy, personne, absolument personne, absolument aucune affiche. Au bout d'une heure d'avoir, cherché de quoi prendre un petit déjeuner à Roissy, parce que tout était c'était un donc là, on est le 21 mars. Et donc l'aéroport a cessé de vivre, hein, mais ce n'est qu'au bout d'une heure qu'on a entendu le premier message, audio et surtout, encore une fois, tout le monde se questionnait avec, «Mais que va-t-on faire, de ce questionnaire? À qui doit-on le donner? Est-ce qu'on doit le donner au comptoir Air France? Est-ce qu'on» bah, voilà, en fait, je l'ai toujours et là, je me suis dit: «Mais la France, une fois de plus, est déconnectée. Rien n'est organisé de façon, pratico-pratique. Qu'est-ce qui se passe? Et je dois bien vous dire que j'étais, très très inquiète de la façon dont, le gouvernement, manifestement était déjà en train de patauger, dans quelque chose, qui leur échappait. Donc arrivée, en Alsace, j'ai pris contact tout de suite le jour de mon arrivée avec des confrères, psychiatres en disant: «Écoutez, voilà, je suis là, si je peux être utile». Et bon, le côté, garde psychiatrique, soutien psychiatrique, s'est très vite enclenché puisque, le docteur Dominique Mastelli qui coordonne la cellule d'urgence médico-psychologique a mis en place, la plateforme Covipsy 67, à la fois à destination des soignants, mais aussi à destination du grand public et j'ai immédiatement, commencé, on va dire à reprendre mon activité, de base de psychiatre. Et en effet, cette semaine-là, c'est la semaine, où se sont enclenchées énormément de choses. L'Assemblée nationale a voté l'état d'urgence sanitaire, donc le 23 mars, tout de suite, donc avec très, très peu de députés en présentiel.
Donc déjà un questionnement par rapport au fonctionnement de la démocratie, parce que très clairement, pendant toute cette période où nous avons été confinés, la démocratie l'a été aussi, puisque nous n'avons à aucun moment pu faire vivre l'Assemblée nationale de façon normale. Donc, on vote l'état d'urgence sanitaire et dans la même semaine, de façon assez incroyable, 2 décrets tombent, qui interdisent aux médecins généralistes, la prescription de l'hydroxychloroquine. Ces décrets tombent et le même jour, je suis contactée par, Violaine Guérin, donc avec qui je vais, créer le collectif Laissons les médecins prescrire. Cette femme, j'avais eu l'occasion, donc qui est endocrinologue, qui est gynécologue, qui aurait pu être professeure d'immunologie, mais comme elle l'explique, très justement, elle n'a pas accepté cette chaire d'immuno. Et j'avais eu l'occasion de la rencontrer parce elle préside l'association Stop aux violences sexuelles et dans des discussions parlementaires l'année qui avait précédé, elle était venue me voir à l'Assemblée et j'avais porté le relais de cette association et je continue d'ailleurs à le porter en Alsace et j'ai déjà fait d'ailleurs plusieurs interventions avec des relais locaux de cette association. Et on avait assez bien accroché parce on est médecins toutes les deux. Il se trouve qu'elle a fait médecine à Nancy, moi j'ai fait médecine à Strasbourg. On a quasiment le même âge et qu'on est, je crois, très entières dans nos combats et dans nos approches de la médecine. Et elle me contacte et elle me dit, Madame la députée, voilà ce qui se passe. On va avoir besoin d'un relais comme vous. Aidez-nous. Donc, je prends un peu le temps je lui dis, écoutez, voilà, j'ai besoin j'entends ce que vous me dites, il faut, voilà. Et donc, tout de suite, avec mon équipe, on se saisit des 2 décrets, on commence à éplucher et je me dis: «Mais au fond, cette molécule qui est connue de tous les médecins, que tout le monde, ou la moitié de la planète a eu un jour à prendre, pour se protéger du paludisme, qu'est-ce qui se passe et pourquoi on éloigne les médecins généralistes, de ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire être à l'écoute de leurs patients, être là aussi pour les rassurer parce que, les messages, sur les médias commençaient à tourner, des messages, d'ailleurs qui pendant toute la période, ont été extrêmement délétères à mon sens, parce qu'ils ont entretenu la peur, voire la terreur. Et s'il y a bien aussi quelque chose, que je reproche à l'exécutif, c'est pendant toute cette période d'avoir totalement infantilisé, vraiment infantilisé les citoyennes et les citoyens. Donc on est dans voilà, on entre à ce moment-là dans cette période que tout le monde a vécue, qui est encore une fois, voilà, surréaliste, hem, où, et on le sait, on porte cela et j'étais assez active dans la commission des affaires sociales pour porter, Ma santé 2022 qui était au fond, ce qu'Agnès Buzyn mettait sur les rails, à la demande du président et qui tenait, assez bien la route avec une vraie réflexion, qui avait été enclenchée sur les territoires autour, des communautés pluriprofessionnels de territoires de santé. Donc justement, des médecins libéraux qui travaillent avec les autres professionnels paramédicaux et avec les hôpitaux. Et là, d'un seul coup, ces projets qui, somme toute, étaient en train de bien fonctionner sur les territoires, on les arrête et on dit, ben, ce que vous avez entendu comme tout le monde, hein, si vous avez des symptômes, vous appelez votre médecin, mais en clair, votre médecin ne peut rien faire pour vous. Vous restez chez vous, vous serrez très, très fort, hein, contre vous une boîte de Doliprane. Ils auraient peut-être dû rajouter: «Vous allumez un cierge», hein, je ne sais pas, mais en tous les cas, ça me paraissait tellement, décalé, ces recommandations et quand, vous allez très mal, pensez quand même à appeler le 15. Et là, je suis vraiment rentrée dans
Ce qu'au fond, j'ai fait à chaque fois. C'est-à-dire, je n'ai jamais, eu la prétention, de savoir. Je suis encore une fois une humble psychiatre. Je ne suis pas, infectiologue, voilà, mes cours d'immunologie commencent à être un peu loin. Mais voilà, je n'interviens, en tout cas, je ne suis intervenue dans les médias que secondairement et vraiment je commence à parler, d'un sujet quel qu'il soit, quand je l'ai vraiment étudié et quand j'ai pu, avoir beaucoup de retours d'experts et là, vraiment, je me suis dit: «Mais il va falloir que je monte au créneau», avec plusieurs casquettes parce qu'en effet, donc étant membre de la commission des affaires sociales, étant médecin, ayant aussi dans une autre vie antérieure travaillé, dans l'agence régionale d'hospitalisation d'Alsace avant que ça devienne agence régionale de santé, donc connaissant parfaitement les rouages, de ces instances du ministère de la santé, je me suis dit: «Je vais pouvoir être utile pour, désamorcer ce qui me paraissait être, une direction qui était vraiment, inadaptée, vraiment très mauvaise». Voilà et raison pour laquelle, voilà, j'ai remonté les manches hein, et ce collectif donc s'est créé cette semaine-là et n'a fait que, j'allais dire grossir puisque aujourd'hui, il y a à peu près 2 000 personnes qui sont dans le collectif, à la fois des médecins, à la fois des soignants, toutes professions, donc des infirmiers, aux sages-femmes, en passant par des psychologues, des autres, voilà, des autres professions et aussi des juristes, des avocats, des juristes et depuis le début, nous sommes, j'allais dire, nous sommes très attentifs à tout ce qui se passe et il s'en est passé des choses depuis le début. Voilà. Et après, pour continuer, ben, vous votez contre le Oui, confinement? alors pourquoi je vote contre? Vous avez dit tout à l'heure, pourquoi j'étais, pro Raoult, je ne sais pas, j'ai jamais été encore une fois, c'est ce que j'ai toujours, pris la précaution de dire, dans les médias. J'aimerais juste faire remarquer aussi que le temps de parole, en tout cas qui nous était réservé, pour tous les professionnels qui, osaient dire que peut-être le protocole Raoult avait un intérêt, ce temps sur les médias était extrêmement restreint, par rapport à toutes celles et ceux qui se succédaient, pour, tuer complètement, ce que l'Institut, universitaire de Marseille mettait en place. Bon. Donc en effet, pourquoi j'ai voté contre? C'est très simple, hein, parce que la logique, d'abord, on n'avait pas, d'abord, enfin, il faut se repositionner aussi sur cette stratégie de communication, qui a été extrêmement, là aussi délétère, mauvaise, inadaptée, qui, pour tous les citoyens qui m'appelaient, qui m'écrivaient par mail, était totalement incompréhensive. Même un enfant pouvait comprendre que si le lundi on dit le masque ne sert à rien et que le vendredi de la même semaine on dit bah si il faut absolument mettre des masques, il y a déjà un problème. Bon, donc encore une fois, moi j'ai pas ma langue dans ma poche, j'ai tout de suite alerté en disant mais très clairement, soyez cohérents. Osons dire qu'on n'a pas suffisamment de protection. La ministre qui dit: «Mais la France est prête», au moment où elle quitte mi-février, pour, aller vers les municipales. Olivier Véran qui arrive tout de suite pour prendre le relais et qui dit à multiples reprises, «Oui, nous sommes prêts, tous les Français vont être protégés, les soignants vont être protégés» et bizarrement, on a en fait des protections, on n'a pas besoin de les mettre parce que ça sert à rien. Voilà. Donc là, je me suis dit: «Mais» et il faut comprendre aussi que pendant ce confinement, l'activité des parlementaires ne s'est absolument pas arrêtée. Donc, j'avais 3 journées en une pendant toute cette période-là. J'avais, j'allais dire, mon activité de psychiatre et toutes mes astreintes téléphoniques que je faisais
Il y avait donc cette activité de parlementaire. Donc en clair, c'était des réunions en visio de 9 heures du matin à 18 heures. Pourquoi je le dis? C'est que, la commission des affaires sociales continuait son travail et plein de fois, j'ai essayé, autant que faire se peut, encore une fois, d'alerter et de dire: «Il me semble qu'on se trompe de stratégie, il me semble à la fois de communication, à la fois de stratégie de confinement. Est-ce qu'on est sûr que c'est la bonne chose?» Et de dire, et c'est là, que j'aimerais réinsister, si vous êtes, dépisté et si vous êtes positif, il faut vous isoler, c'est tout à fait correct. Donc restez confinés, mais surtout, de ne proposer au 21e siècle absolument aucun traitement alors qu'on savait, non pas que de l'équipe, du professeur Raoult, mais surtout, des pays qui avaient déjà, qui se battaient contre le coronavirus depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, soit la Chine. On savait que des protocoles de Chine avaient déjà démontré que, l'utilisation de l'hydroxychloroquine et de certains antibiotiques, ça avait du sens. Voilà, donc là, je me suis dit: «Mais je ne peux pas» parce que pendant toute la période de confinement, on nous a dit qu'il n'y avait pas de traitement. Or, on a eu une foultitude d'études qui nous ont démontré que oui, ça avait du sens. Et on pourra revenir peut-être aussi sur le bashing du professeur Raoult et de l'hydroxychloroquine par toutes les études qui n'ont été que, j'aime pas utiliser le mot de fake news, mais je crois que ce mot est malheureusement le mot juste, parce que voilà, il y a eu cette étude du Lancet, il y avait le British Journal of Medicine, il y avait différentes études qui ont tenté de démontrer que l'hydroxychloroquine était une molécule dangereuse, mais qui, quand on sait et quand on regarde, quand on prend le temps de décortiquer ces études, on voit très bien que, et on l'a su, et d'ailleurs les premiers signataires comme Mera de l'étude du Lancet se sont excusés et ont souhaité que cette étude soit retirée. Donc, donc voilà, donc je vais réussir à répondre quand même à votre question. Donc pourquoi j'ai voté contre? Parce qu'il me semblait, important, après cette période de confinement et justement au moment où on allait donner, au compte-gouttes, hein, parce que l'exécutif, est extrêmement prudent, tellement prudent que pour moi, cet état d'urgence sanitaire est plutôt un état d'urgence sécuritaire. On pourrait y revenir parce qu'il s'est passé un moment très fort hier soir dans l'hémicycle, j'y reviendrai. Mais voilà, donc au moment où on redonnait au compte-gouttes des libertés aux Français, en même temps, on ne leur garantissait absolument pas la possibilité d'être soignés. Donc là, voilà, là, ça n'était pas possible pour moi de voter ce plan de déconfinement où cette partie de la thérapeutique, de la stratégie thérapeutique continuait à être absente. Mmh. C'est vrai, d'habitude, on échange de la liberté contre de la sécurité. Là, on a échangé, la liberté contre, rien du tout, contre de Mais la contre rien du tout, parce que ça a du sens. Mais bien évidemment, on se dit et j'allais dire, tous ceux qui, enfin, voilà, je ne suis pas toute seule parce qu'on a vu aussi que, le Sénat a voté contre ce plan de déconfinement. Voilà donc je n'étais pas toute seule, à avoir ces idées un peu saugrenues. Il se trouve qu'à l'Assemblée nationale, je me suis démarquée parce que oui, j'ai été la seule à voter contre ce plan de déconfinement. Mais là où le groupe majoritaire, à mon avis, c'est quand même un tout petit peu ridiculisé, c'est que de virer, de se débarrasser enfin d'une députée qui gênait depuis pas mal de temps. Mais il se trouve que, voilà, en étant, je pense qu'avec ma légitimité de médecin, ce n'était pas concevable de se débarrasser de moi à ce moment-là. En tous les cas, ils ont perdu aux yeux de beaucoup de monde. S'ils avaient encore une forme de crédibilité, ce qu'il restait comme crédibilité. ah oui, parce qu'à partir de ce moment-là, nos abonnés, Martine Bonner était exclue du parti,
du président Macron, LREM. Et donc, Voilà. vous avez participé à la fondation d'un groupe parlementaire écologie, démocratie et solidarité. Alors, pas tout à fait la fondation puisque, des collègues réfléchissaient à créer ce groupe depuis plusieurs mois et j'allais dire que, j'ai goûté la vie de parlementaire en tant que non inscrite, donc non inscrite pour expliquer, aux citoyens ce que ça veut dire, c'est qu'on n'appartient plus à un groupe politique. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes de ma circonscription m'ont contacté en disant: «Mais est-ce que ça veut dire que vous n'êtes plus député?» Alors, j'ai bien réexpliqué. C'est important de réexpliquer que non, on est élu, pour l'intégralité du mandat, même si le groupe politique, se débarrasse de nous. Et quand on est non inscrite, alors je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure, c'est le confinement du travail de l'Assemblée, où en fait, on n'avait qu'une petite partie, seuls 150 parlementaires sur 577 avaient le droit d'être physiquement dans l'hémicycle. Donc, je peux vous dire qu'en plus, le choix des présents dans le groupe, quand je faisais encore partie de la majorité, c'est bizarre, mais je n'ai jamais été choisie hein, comme pouvant être dans l'hémicycle. Voilà, donc déjà, c'est très compliqué. Mais en étant non inscrite, on est carrément tiré au sort. Donc là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, j'ai besoin de porter, des citoyens m'ont fait confiance, il faut absolument que je puisse continuer à travailler et à faire correctement mon travail de parlementaire. Donc, j'ai été très vite contactée par 3 groupes, par un groupe qui s'appelle Liberté et Territoire, qui s'était créé l'année dernière, par le groupe socialiste et par ses collègues qui étaient en train de créer ce nouveau groupe, donc écologie, démocratie, solidarité. Et j'allais dire, ces 3 piliers résonnent parfaitement bien en moi. Ce sont des valeurs. L'écologie, je porte ces combats dans ma circonscription depuis mon élection contre le grand contournement ouest de Strasbourg, pour ne pas le nommer, ce projet autoroutier d'un autre âge. Voilà, donc ça résonnait bien, plus le glyphosate, vous l'avez dit tout à l'heure, plus le CETA, plus la question autour des mobilités douces, éviter l'autosolisme, donc ça résonnait bien. La démocratie, et je vais y revenir encore une fois sur cet état d'urgence et ce qu'on a voté hier, et se battre pour la démocratie, je pense que c'est ce qu'il y a de plus noble. Et en tout cas, ça ne me quitte pas depuis mon élection. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et la solidarité, puisque ça m'a été reproché suffisamment. Bah voilà, j'avais cité tout à l'heure asile, immigration, intégration, mais quand je me suis battue aussi pour qu'on garde les financements de l'aide médicale d'État, pour soigner les personnes en situation irrégulière, ce qui m'a été très fortement reproché. Mais il faut savoir que je me situe aussi avec une casquette de santé publique, puisque je suis diplômée en santé publique, et que c'est très vite compréhensible que de permettre à des personnes qui auraient des maladies contagieuses de type tuberculose, etc., en tout cas toute personne en France, doit pouvoir accéder aux soins. Et l'aide médicale d'État permet en plus qu'ils n'embolisent pas les hôpitaux. Donc c'est très logique, ça fait même gagner, hein, on va dire, ça évite de dépenser trop d'argent de la sécurité sociale. Donc ça a toujours été mes combats, l'humain avant tout. Et donc ces 3 piliers, en effet, écologie, démocratie, solidarité, je m'y retrouve bien et j'ai accepté du coup de rejoindre ce groupe. Et quand on créer un groupe à l'Assemblée nationale, il faut être au moins 15. Donc, nous avons pu créer le groupe à 17. Et je pense qu'avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui, la démission du gouvernement, on s'est dit tout à l'heure avec un petit peu d'humour qu'on allait faire journée porte ouverte dans notre groupe, parce que je pense qu'il y a quelques députés La République en marche qui auront envie de nous rejoindre. Ils feraient bien, surtout s'ils ont envie s'ils ont envie de faire un nouveau mandat, hein, dans 2 ans, ça serait pas mal. Qu'est-ce que si on vous avait raconté toute cette histoire, à Noël, hein, quelqu'un vous aurait, tiens, fait une vision dans le futur de 6 mois. Est-ce que vous y auriez cru? Non.
Ah non, absolument pas. Non, non, je n'y aurais absolument pas cru. Alors, la question des pandémies, ça en tant que médecin, on l'a toujours un tout petit peu, quelque part dans la tête. Heureusement, on n'y pense pas tous les jours, mais c'est devenu, on sait très bien aussi que, la santé environnementale, c'est quelque chose de vraiment de très important. Et on a eu H5N1, on a eu H1N1, on a eu, le MERS-CoV, on a eu voilà. Donc alors Ebola, souvent ça n'arrive pas jusqu'en Europe, hein. On a échappé, plusieurs fois à ces pandémies, mais sans aucune naïveté, j'avais conscience que c'était quelque chose qui pouvait nous atteindre. Mais encore une fois, à la fin de 2019, début 2020, à aucun moment, j'aurais pu me projeter dans un scénario quasi futuriste où la vie s'arrête, parce que c'est ce qui s'est passé. Le gouvernement qui a obligé toute la France à s'arrêter. Alors, j'insiste sur le tout, parce que, au fond, est-ce que c'était, la bonne solution? J'ai aucune prétention, hein, c'est vrai qu'un positionnement après, pour analyser, ce qu'on aurait pu faire différemment, c'est toujours facile. Ceci étant, il y avait très clairement 3 régions qui étaient très touchées. Le Grand Est, quasiment en premier. Bon, il y avait eu quelques cas dans l'Oise, il y avait eu le premier cluster du côté des Contamines, Montjoie. Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France. C'est vrai, quand je discute avec mes collègues du Sud, ils ne comprennent pas du tout ce que nous avons vécu dans la région Grand Est. Ils attendaient les patients. Eux, les patients ne sont jamais arrivés dans les hôpitaux, et nous, on sait à quel point les hôpitaux ont été submergés. Je vais peut-être prendre juste encore une minute. C'est pas du tout de la démagogie, mais je crois qu'on ne remerciera jamais assez les soignants pour tout ce qu'ils ont fait. Et je dois dire que en commission d'enquête Covid cette semaine, je me suis vraiment fâchée avec Roselyne Bachelot, parce qu'elle a été tout à fait incorrecte, hein, vis-à-vis des médecins libéraux, disant de façon très, très légère, les culpabilisant en disant: «Mais après tout, ils avaient qu'à y réfléchir avant, ils avaient qu'à penser à avoir des protections». Et là, vraiment, ça m'a fâchée, et j'ai rappelé à quel point, c'était du devoir de l'État, hein, de protéger les soignants. On a des stocks stratégiques, enfin, on aurait dû avoir, suffisamment de stocks stratégiques. On ne les avait pas, mais voilà, au moins 46 confrères ont perdu la vie, et d'ailleurs 5 fois plus de praticiens en libéral qu'à l'hôpital, parce que c'est vrai qu'il y a eu réquisition des stocks de protection, et c'était normal, puisque l'afflux du fait de cette stratégie d'attendre que les patients soient très dégradés et qu'ils soient hospitalisés. Donc l'afflux des patients était à l'hôpital, donc il fallait protéger les soignants à l'hôpital, mais vraiment, voilà, des soignants, que ce soit les infirmiers, les médecins, d'autres professions, toutes ces personnes aussi qui font l'aide à la personne, et enfin, pour lesquelles les personnes âgées, sans ces personnes, ne pourraient pas avoir un quotidien, j'allais dire, rien que normal. Toutes ces personnes-là ont pris énormément de risques, sans avoir du tout été protégées par l'État. Donc je le redis, merci à eux. Et du coup, j'ai perdu le fil de votre question. Je ne sais Et vous plus. avez répondu à la question, mais moi je ne suis pas d'accord quand on dit c'est facile de refaire l'histoire après. Parce que Internet a de la mémoire, et moi Oui, j'ai toujours été, par exemple, sur ma chaîne, opposé au confinement en expliquant pourquoi. Pourquoi? Parce que, ce n'est pas un vrai confinement. Déjà, c'est un mensonge. Parce que confiner les gens, c'est le confinement que a fait la Chine. C'est-à-dire, ils restent chez eux. Ils tout ne à sortent fait. pas de chez eux. Confiner les gens chez nous pour les interdire d'aller travailler, mais les autoriser à aller dans les hypermarchés en masse, un lieu où il y a le plus de virus au mètre cube, ça ne s'appelle pas un confinement pour moi. C'était en effet, là aussi, ça a été, on me pose encore des questions
du pourquoi, et c'était totalement incompréhensible, les espaces n'étaient pas autorisés. On a interdit l'accès au parc, on a interdit l'accès aux plages, on a interdit l'accès, sur les pistes cyclables, enfin, c'était complètement ridicule. Bon, j'ai des grands-enfants, dont 2 vivent à Paris. Il y avait des heures, où les gens avaient le droit de sortir de chez eux pour aller courir, mais du coup, c'était tout le monde ensemble à la même heure, mais c'était complètement ridicule. Donc en effet, il n'y avait aucune justification, médicale, et d'une certaine façon, ça fait un petit peu froid dans le dos, cette stratégie où on se dit qu'il y a une poignée de personnes, des technocrates, encore une fois. On avait l'impression que chacun se réveillait le matin avec une idée complètement incroyable et qu'il fallait la mettre en application, et avec des choses qui ne correspondaient à aucun raisonnement intelligent sur le plan médical, en tous les cas. Et j'allais dire, chaque journée quasiment, donnait son lot de surprises avec, et ça je l'ai vraiment, et j'ai déjà eu l'occasion, puisque en commission d'enquête, nous avons auditionné, Jérôme Salomon. J'ai eu l'occasion de l'interroger sur sa stratégie de communication qui consistait à faire le show tous les soirs à 19h. Je finissais, par l'appeler, le croque-mort, parce que c'était ça, c'était un message, encore une fois, extrêmement sombre, de comptabilisation des personnes qui avaient perdu la vie, et à quoi ça servait? Quelle était l'utilité, sauf à terroriser, les citoyens? Et encore une fois, puisqu'on est quand même très proche, de l'Allemagne, on a vu à quel point, outre-Rhin, la stratégie était différente. Maintenant, on le sait en plus, puisque dans la commission d'enquête, quand, ceux qu'on auditionne veuillent bien nous répondre, on a quand même quelques petites bribes d'explications. L'Institut Pasteur avait les tests le 17 janvier. Pourquoi nous n'avons pas testé en masse, ce qui était tout à fait, c'était ce qui est de plus intelligent à faire, hein, et confiner uniquement les personnes qui étaient positives. Et Agnès Buzyn, lors de son audition, a redit qu'elle trouvait tout à fait intelligent, là aussi, de ne conserver les tests que pour l'hôpital. Ce qui est un non-sens, ce qui est un non-sens, ce qui est une incohérence totale, vraiment, vraiment, vraiment. Et de plus, la France n'a pas été le premier pays touché, parce Non. que d'autres pays ont été touchés avant elle et ils ont tous procédé par cette méthode, c'est-à-dire tester, isoler ou alors laisser partir, hein. Corée du Sud, je crois que quand la France a eu ses premiers cas, la Corée du Sud avait déjà à peu près 7 000 cas, hein. Tout à fait, Aujourd'hui, elle en est à 11 000, vous vous rendez compte? bien Et elle n'a sûr, pas confiné. exactement. Et ensuite, effectivement, on a tout laissé ouvert. Ah non, on va pas fâcher nos amis chinois, on va laisser les vols atterrir. Donc c'était de l'amateurisme à tous les étages. De là, évidemment, naissent les fameuses théories du complot. Maintenant, vous savez ce que c'est une théorie du complot, hein. Exactement, exactement. Et j'ai été, comme d'autres d'ailleurs dans notre collectif, complètement, cataloguée comme, bon, je vous passe les insultes, hein, des réseaux et même de certains collègues proches, donc cataloguée dans les pro Raoult, encore une fois, et je me suis toujours exprimée en disant 2 choses, en disant: «Je ne connais pas, mon confrère Raoult». Maintenant, j'ai fait sa rencontre, en commission d'enquête, mais jusqu'alors, je ne le connaissais pas, et quand bien même ça soit un personnage haut en couleur, avec une personnalité un peu forte, en tant que psychiatre, ça peut d'ailleurs avoir des côtés assez intéressants. Donc encore une fois, je n'ai jamais défendu professeur Raoult, mais je trouvais son approche, et quand on a tout de suite vu ses résultats, particulièrement pragmatique et intéressant, surtout en nombre de vies sauvées. Donc il me semblait que c'était légitime de le défendre. Et deuxième élément que j'ai toujours dit, c'est que moi, je n'ai aucun lien avec l'industrie pharmaceutique. C'est que, contrairement, malheureusement, et plus on avance dans le temps, plus on arrive à rembobiner, hein, un petit peu, on tire le fil,
et on découvre tous les membres ou quasiment tous les membres du conseil scientifique qui ont été financés par des gros laboratoires pharmaceutiques, et ça, c'est Agnès Buzyn qui nous l'a dit en commission, immédiatement, puisqu'elle s'est vantée d'avoir tellement anticipé, immédiatement, mi-février, elle s'adresse à Yazdan Pana, qui est le président de Reacting, et elle va lui demander de faire des protocoles, de lui proposer des protocoles de recherche, alors qu'il est complètement, j'allais dire, il a des liens très très forts avec l'industrie pharmaceutique. Je ne prononcerai pas le nom du laboratoire, mais tout le monde le sait maintenant, et que quand on regarde, c'est paru dans plusieurs articles, les sommes quand même extrêmement importantes que tous ces médecins ont touchées. Alors, pour faire de la recherche, c'est d'ailleurs un sujet qui est très important, c'est comment peut-on faire de la recherche en France, ou en tout cas tout cet argent, il faut qu'il soit vraiment extrêmement bien fléché, pour qu'on arrive à identifier si, peu ou prou, il y a de l'enrichissement personnel. Alors j'ai quand même entendu que, le professeur Karine Lacombe, pour, préparer, 30 minutes de conférence, se faisait rémunérer 7 heures. Je trouve qu'en termes alors c'est dommage parce qu'en commission d'enquête, on ne peut pas reprendre la parole, mais j'avais juste envie de lui dire que je trouvais qu'elle était un peu lente, parce que quand on prépare 30 minutes de conférence, il me semble qu'on n'a pas besoin de 7 heures, mais enfin bon, bref. Voilà. Et oui, ça repose la question, hem, ouais, d'un système qui est quand même gangréné. Et en tout cas, comme parlementaire, il faudra, au bout des 6 mois de commission d'enquête, on ne se substitue pas du tout, ni aux juges, ni à la justice. Enfin voilà, ça je le dis clairement aussi parce que souvent, les citoyens m'interpellent en disant: «Mais cette commission d'enquête, peut-être qu'elle ne va servir à rien». Nous, on n'est pas là pour rendre justice, on est là pour, regarder de près ce qui dysfonctionne, et on voit à quel point, dans le fonctionnement des plus hautes instances, dans des moments de crise, la haute administration plombe complètement un système qui doit être extrêmement réactif et sécure. Donc ça, c'est des choses qu'on doit complètement remettre à plat, mais on ne peut pas se substituer à la justice. Ça, c'est clair. Non, évidemment. Mais il faudra aussi, donc, en plus de surveiller ces conflits d'intérêts, surveiller un petit peu aussi les médias. Parce que effectivement, le virus de la peur, c'est les médias qui l'ont propagé. Et en invitant toujours ces médecins, dont certains n'ont jamais vu de malade, hein, n'ont jamais Bien vu de sûr, malade, et qui bien étaient tout sûr. le temps sur les plateaux de télé. Et quand on gratte un peu, on s'aperçoit qu'ils touchent des sommes folles, puisque ce sont des influenceurs. Et donc, hasard de notre entretien aujourd'hui, Madame Vonner, Novartis, hein, a accepté de payer plus de 729 millions de dollars pour mettre fin à des poursuites engagées uniquement par la justice des États-Unis, Ouais. et accusait le groupe pharmaceutique suisse d'avoir versé d'importants dessous de table à des médecins. Oui, Donc, c'est dans un pays, bien accepte sûr. de payer, allez, on arrête, je vous donne 729 millions de dollars et on arrête. On est compte. Oui, non, mais c'est ça. On sait très bien, et c'est vrai qu'il y a eu différentes études. On peut peut-être en dire un mot, enfin, qu'on nous a vendues comme prometteuses, que ça soit Discovery, que ça soit Covidoc, que ça soit Recovery. Alors, certaines se sont complètement arrêtées, d'autres, on le sait très bien, ne donneront jamais les résultats attendus. En tout cas, ce qu'ils ont tenté de démontrer très très vite, c'est à quel point l'hydroxychloroquine était dangereuse, et là je remets complètement en question les protocoles qui ont été utilisés, qui ont même, et c'est vrai que c'est Olivier Véran en personne qui avait demandé à une équipe de Montpellier de dupliquer le protocole de Marseille,
mais ils n'ont jamais, aucun protocole n'a été dupliqué dans les mêmes doses, dans le même moment. Donc, il a été beaucoup trop facile de dire, et je reviens aux 2 décrets des 25 et 26 mars, puisque l'hydroxychloroquine avait été réservée qu'aux cas qui étaient déjà très graves, on sait très bien que dans ce cas-là, soit le médicament était totalement inutile, soit il était même dangereux avec une interaction de tout cet effet inflammatoire, tout cet effet thrombotique chez les patients qui étaient déjà en réanimation. Et quand on est en réanimation, on a aussi beaucoup d'autres médicaments. Je pense que 2 instances ont joué un rôle très, très important pendant le confinement et je serai très attentive à poser des questions très précises quand nous aurons face à nous en audition le directeur de l'ANSM, l'Agence de sécurité du médicament, soit Dominique Martin, que j'ai interrogé à plusieurs reprises par mail, qui a mis un temps fou à me répondre sur les données de pharmacovigilance concernant la molécule, puisqu'il était très embêté de ne me donner que des données, justement des datas, qui montraient que l'hydroxychloroquine n'avait jamais tué qui que ce soit. On a les 3 dernières années relevé 2 personnes qui sont décédées du fait de ce médicament. Une personne qui malheureusement a mis fin à ses jours en prenant plusieurs boîtes d'hydroxychloroquine, donc voilà, et une autre personne qui était très âgée, qui était polymédiquée et pour laquelle l'imputabilité de l'hydroxychloroquine, donc en fait on n'a jamais pu prouver que c'était à cause de l'hydroxychloroquine que cette personne était décédée. Donc je comprends que Dominique Martin a eu beaucoup de mal à me donner toutes ces données. Et quand j'entends en audition le professeur Lacombe qui ose me dire oui, mais en Aquitaine, des personnes sont décédées à cause de l'hydroxychloroquine, on sait très bien que c'est un mensonge totalement éhonté, puisque pour faire une enquête de pharmacovigilance, il faut plusieurs mois. Donc c'est impossible j'allais dire, d'accuser cette molécule. Donc voilà, donc on sent bien et on sait aussi que professeur Lacombe, voilà, elle ne voulait pas utiliser le mot conflit d'intérêt. Elle a parlé de lien d'intérêt, mais quand on est en effet pieds et poings liés avec des laboratoires qui orientent la recherche dans leur service, c'est clair qu'on ne peut pas être neutre dans l'indication, dans les indications, dans les protocoles en tous les cas, ou dans les approches les plus neutres possibles vis-à-vis des patients. Mais maintenant, on est le 3 juillet, je veux dire, l'épidémie, elle est derrière nous, elle n'est pas devant nous. Heu, qu'est-ce qu'il a fait le professeur Raoult? Il a enterré les morts à Marseille? Bah, le professeur Raoult, j'allais dire en tout cas, c'est vrai qu'on parle toujours de lui en premier, mais il a une équipe absolument extraordinaire. Voilà, c'est vrai il a été le symbole, enfin ça a été l'affaire Dreyfus hein, pendant quelques semaines, qui Ouais, nous a mais tenus. la différence de l'affaire Dreyfus, c'est qu'on a l'impression qu'il y a au monde que le professeur Raoult qui utilise ce protocole. Alors qu'on s'aperçoit que plus de 50 des médecins. Mais bien sûr. Mais bien Ouais, sûr, il y a des tas de pays en Afrique, il y a le Maroc, il y a la Grèce, il y a le Sénégal, il y a énormément de pays qui ont utilisé cette molécule. Et on voit aussi, on a des retours, on sait que cette molécule peut avoir aussi un effet prophylactique, donc un effet protecteur pour des personnes qui prennent de façon permanente quasiment cette molécule. Et j'attends d'ailleurs aussi avec impatience, puisque le professeur Sibilia du CHU de Strasbourg, qui est le doyen de la faculté de médecine et qui est le chef de service de rhumatologie, il a une cohorte de patients, ces patients à lui qu'il traite par hydroxychloroquine parce qu'ils ont des pathologies rhumatismales hein, ou de type soit de polyarthrite rhumatoïde, soit de lupus. Donc j'attends parce il fait une étude rétrospective, il remonte dans les dossiers de ces patients, il regarde, il les appelle et il analyse le fait
de voir si ces patients ont fait le Covid alors qu'ils prenaient de l'hydroxychloroquine. On a un retour d'une autre étude, je crois que c'est brésilienne, il me semble, j'ai un petit doute maintenant, mais je crois que c'est brésilienne, qui montre que l'hydroxychloroquine a réellement un effet protecteur. Donc oui, en fait, on a été un des pays qui a géré quasiment le plus mal cette crise. Avec, on parle aujourd'hui de 30 000 personnes décédées. On n'a jamais rajouté toutes les personnes qui sont décédées à domicile. Donc aujourd'hui, on sait qu'on est à au moins 40 000 et on sait qu'on a commencé à comptabiliser dans les structures médico-sociales bien après le début. Donc on est très largement au-delà de 45 000 personnes qui ont perdu la vie en France. Et alors, une autre personne qui est tout le temps stigmatisée, c'est le professeur Perron. Là aussi, je tiens à dire que je ne connais pas le professeur Perron. Je connais ses études et il est très fortement critiqué. Il ne mâche pas ses mots et il dit très clairement qu'on aurait pu éviter 25 000 morts en France. Mais c'est évident, puisque professeur Perron, il est à l'hôpital de Garches, avec l'hôpital de Didier Raoult. C'est là où il y a eu le moins de morts. Il faudra quand même Oui, aussi que les autres hôpitaux expliquent. Et encore hier, quand on a accusé le professeur Raoult de dire des mensonges, pourtant il n'a dit aucun mensonge. il a, oui. C'est les Comme, professeurs Côme, c'est les oui, oui. professeurs qui ont eux-mêmes déjà avoué qu'il y avait 40% de morts en réanimation dans les hôpitaux parisiens. Oui, 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 tout à fait. Et tout à l'heure, je précisais qu'il y avait deux personnes, je n'en ai cité qu'une. Je serais très intéressée pour entendre aussi le directeur du Haut Conseil de la santé publique, puisque l'ancien en poste est monté au créneau en disant qu'il ne comprenait pas aussi pourquoi il y avait eu ce retrait. Je rappelle juste pour les non-initiés que ce médicament était accessible jusque mi-janvier sans ordonnance, c'est-à-dire que vous poussiez la porte de la pharmacie et le pharmacien vous donnait ce médicament. Or, mi-janvier, il passe sur la liste des médicaments dangereux nécessitant une ordonnance et cette décision est prise et signée par la ministre, mais sur conseil du Haut Conseil de la santé publique. Donc là aussi, il va falloir qu'on ait quelques explications pour tenter de comprendre ou en tout cas d'ajuster toutes les pièces du puzzle. Mais j'entendais, et je crois que c'était hier ou avant-hier, Violaine Guérin, elle disait que c'est quand même international, hein, c'est pas qu'en France, Bien sûr. que les journalistes devraient faire leur travail pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Donc là maintenant, il y a des études qui sont sorties, il y a 4 études qui sont sorties entre hier et aujourd'hui, positives sur Mhm. l'hydroxychloroquine, dont une énorme du système de santé Henry Ford dans le sud-est du Michigan sur 2541 patients. Et alors, c'est marrant parce que la chaîne américaine CNN dit « Ah, c'est une nouvelle étude surprenante hein, qui Ah révèle oui, que l'hydroxychloroquine, bah, oui, c'est vrai quand même, elle fonctionne. » Donc, oui. vous voyez où on en est Hmm. et que Lancet sorte une étude comme ils l'ont faite, là, de rien, sur 92 000 dossiers de rien, où un avec médecin lambda, on va dire, qui a passé 6 heures à la lire, dit ben ça peut être que faux. Le ministre demande à la haute autorité de santé, et qui, elle, je crois, ne lit même pas le rapport et dit ah ben c'est bon, on va interdire l'hydroxychloroquine et ça s'enchaîne. Quoi. Ça vous et inspire. c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément heurtée, c'est la rapidité avec laquelle le ministre réagit, mais j'allais dire, sur un fond très émotionnel. Et quand on est à ce poste-là, enfin, il me semble d'abord qu'il faut rester humble en permanence et que c'est le doute qui doit permettre de s'entourer vraiment, de prendre le temps de la bonne décision. Or là, on sent qu'il s'engouffre, il se saisit de l'opportunité du Lancet parce qu'il n'attendait que cela pour trucider Raoult. Et là, franchement, c'est très, très perturbant parce que comment faire confiance
continuer à faire confiance à un tel ministre? En tout cas, je m'interroge réellement. Alors après, il y a aussi ce que les téléspectateurs ne voient pas. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la violence derrière que vous subissez, que ce soit le professeur Raoult, je pense que ce soit vous, que ce soit le professeur Perron, jusqu'à Violaine Guérin même a dit qu'elle avait reçu des menaces de mort. Le professeur Raoult a dit qu'il a eu des menaces de mort. Étrangement, ces menaces de mort remontent au CH de Nantes. Hein. Ça, c'est l'enquête de Tout à la fait. police. Mm. Pour l'instant, il est là-bas. Euh, Comment vous expliquez cette violence? Est-ce que vous étiez prête à recevoir, quand vous êtes décidé d'aller à la politique, est-ce que vous étiez prête à recevoir une telle violence? Imaginez que ce soit possible. Non, pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est presque pendant que je faisais campagne, la violence a été telle qu'un jour, je me souviens d'une discussion avec mes enfants, encore une fois, qui sont très grands, hein, qui sont adultes. Donc justement, eux manient les réseaux sociaux sans doute même beaucoup mieux que moi. Et ils m'ont tout de suite dit, mais maman, ne crois-tu pas que tu devrais peut-être arrêter parce que est-ce que tu as vraiment envie d'aller parce que pendant 5 ans, tu vas être sans doute, puis bon, mes enfants me connaissent, donc ils savent très bien que, voilà, je pense que oui, j'ai pas ma langue dans ma poche. On me classe toujours dans les rebelles, mais c'est parce que j'aime aller au fond des choses et après tout, moi, la politique, ce n'est pas un métier. Je suis psychiatre. Donc, quel que soit l'avenir que mes électeurs me réserveront, voilà, moi, je ne m'accroche pas à la politique. Je pense que c'est un moment extraordinaire que je suis en train de vivre et vraiment, ce qui m'importe encore une fois, c'est de me battre pour qu'on l'histoire, on va pas refaire l'histoire, mais certains ont perdu la vie pour que nous puissions vivre dans une république, que nous soyons fiers de notre démocratie. Et je crois que malheureusement, on ne s'en souvient pas suffisamment. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et non, jamais je me serais imaginé que c'était aussi violent. Mais en tous les cas, ça ne me décourage pas et ça ne me fait pas reculer. J'avance, j'avance. J'espère. Alors, il y a un mystère pour moi, c'est qu'en Italie, il y a beaucoup d'infectiologues dans la Lombardie qui a été très très touchée hein, par le Covid-19, Mhm, qui osent affirmer, qui disent, nous maintenant les patients que l'on voit, qui sont positifs, la charge virale du Covid devient très faible. Donc ils tout à disent, fait. soit ça va se transformer en rhume, soit ça va disparaître, mais en tout cas il nous faut beaucoup beaucoup de virus quand on fait des analyses pour qu'ils attaquent une cellule. Donc évidemment, tous les pro-vaccins qui attendent disent mais non, mais vous êtes fous de dire ça. Donc là, ils ont fait quand même un manifeste avec 10 infectiologues, hein, réputés, très réputés, des hôpitaux les plus réputés sur Bergame, sur Milan, qui ont été Tout à vraiment fait. le centre nerveux de là, ce qui s'est Mhm. passé. Mais en France, on n'entend jamais parler de ça, parce qu'en France, on en dit ah, attention, cluster là, cluster, cluster, Non, non, alors on en parle dans notre collectif, on en parle entre nous parce qu'on partage, voilà, on a des réseaux où on partage en tous les cas et surtout on a des médecins sentinelles. Et il y a 2 semaines encore, un médecin parisien nous faisait remonter qu'il y avait quelques cas, mais que les tableaux cliniques étaient plutôt des tableaux cliniques digestifs, mais très faibles, et qu'il n'avait même plus besoin d'hospitaliser. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment. Alors, on a l'impression qu'il y a. Alors, est-ce que ce qui est pas illogique, hein, il y a des immunités croisées, on le sait aussi. Donc, est-ce que voilà, on a quand même pas mal de personnes en France qui se font régulièrement le vaccin antigrippal. Est-ce que c'est une immunité croisée avec ce vaccin? Est-ce que voilà, je vois que vous grimacez. Beaucoup de prudence. Mais il y a aussi les personnes qui sont restées asymptomatiques par rapport au virus, qui ont pu être infectées, qui ont pu fabriquer des anticorps. Et les tests, alors c'est toujours pareil, on a des tests qui sont pas forcément
ni sensibles, ni suffisamment spécifiques. Donc des tests qui reviennent souvent négatifs, mais qui ne veulent absolument pas dire que la personne n'aurait pas fait le Covid et ne serait pas protégée du Covid. Donc en effet, mais je pense que on va de plus en plus avoir ce même, non pas discours, mais en tout cas, on va pouvoir aller vers ce même raisonnement en France. En tout cas, je l'espère. Mais alors, voilà. Donc là, maintenant, pendant le confinement, on pouvait aller dans les hypermarchés sans masque, mais maintenant, on a du mal à rentrer dans certains magasins. Il y a des personnes qui sont masquées, qui travaillent masquées depuis le déconfinement. Je pense aux coiffeurs, je pense à tous les vendeurs qui sont dans les magasins. Au bout d'un moment, c'est quand qu'on enlève les masques? Exactement, c'est une très bonne question. Et une petite anecdote, j'étais dans le TGV ce matin pour revenir de Paris. Et le contrôleur faisait remarquablement bien son travail, mais j'étais assise tout au fond du wagon et je pense que le premier passager était au-delà de 5 mètres par rapport à moi. Je travaillais, je n'avais pas mon masque parce que oui, parce que le TGV entre Strasbourg et Paris s'est rallongé en plus. Donc c'est vrai que moi je plains tous ces professionnels qui gardent leur masque du matin au soir. C'est extrêmement pénible. Mais le contrôleur était particulièrement zélé et m'a juste menacé d'une amende. Je lui ai dit, écoutez, si je me lève, bien sûr, je mettrai un masque pour circuler, mais il n'a rien voulu entendre. Donc, j'ai été obligée de remettre un masque alors que je ne bougeais pas. Et vous avez parfaitement raison. Quand est-ce qu'on va enlever ce masque? Je crois que l'apprentissage des gestes barrières a eu un effet positif, c'est-à-dire que à la fois sur les enfants, sur les tout petits, sur les adultes, de réapprendre à se laver les mains, de réapprendre aussi peut-être, j'espère, demain, si on a un rhume, si on est soi-même infecté, de mettre un masque pour protéger les autres. Mais actuellement, devoir porter en permanence un masque alors qu'on est à distance des gens, alors c'est complètement. Et ça fait partie, moi, de quelque chose qui m'inquiète, c'est-à-dire cette distanciation physique. J'ai toujours détesté le mot distanciation sociale, mais cette distanciation physique que le gouvernement continue à imposer est très, très perturbante parce qu'aujourd'hui, elle n'a plus lieu d'être. Et je disais tout à l'heure que je parlerais de ce que les parlementaires, le peu de parlementaires qui étaient dans l'hémicycle hier soir, on était censé voter la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Donc, quand on dit ça comme ça, on se dit super, hein, il faut voter la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Eh bien non, il fallait surtout voter contre ce que j'ai fait et l'ensemble de mon groupe Écologie, Démocratie, Solidarité a voté contre. Je vous explique pourquoi. Parce que le titre de ce projet de loi est tout à fait un leurre. Parce que là, en votant cette loi, on donne un blanc-seing au gouvernement de prendre cet été et jusqu'au 30 octobre, donc on a bien la période de la rentrée prochaine, septembre, la rentrée scolaire, de prendre toutes les dispositions en matière de privation de liberté fondamentale sans que sans que le Parlement ne puisse intervenir. C'est-à-dire qu'on donne pour la première fois depuis que nous fonctionnons dans notre République démocratique, un blanc-seing au gouvernement. Le gouvernement peut se passer demain des parlementaires pour éviter la libre circulation, pour éviter les manifestations. Donc, jusqu'au 30 octobre, le gouvernement va faire ce qu'il veut. Et avez-vous entendu quel est le Premier ministre qui vient d'être nommé? Monsieur Déconfinement. Et monsieur Donc, reconfinement. Monsieur Déconfinement, Monsieur Reconfinement. Donc, Monsieur Reconfinement, peut-être, a les outils pour faire ce qu'il veut cet été. Alors, bien évidemment, quand je tiens ces paroles-là dans l'hémicycle, j'entends mes collègues de la majorité hurler contre moi
en disant: «Mais tu ne peux pas dire ça. Nous, tout ce que nous souhaitons faire, c'est protéger les Français». Mais protéger les Français par rapport à quoi? Par rapport à un virus qui ne circule plus? Ou justement continuer à être dans cette logique de privation de liberté? Donc en fait, quand je disais en introduction que c'était des députés godillots, LREM, là c'est pire que tout, parce qu'en fait, ils donnent le pouvoir au gouvernement et puis ils disent qu'eux servent à rien. En clair, c'est ça et je pense que réellement, il me semble, que vous savez quand on devient député, on a une jolie mallette. Heu, Bah, avec d'ailleurs avec, vous voyez, on a l'écharpe. Mais je pense qu'il va falloir, pour la j'aimerais que pour le prochain mandat, il y ait, le droit constitutionnel pour les nuls. Parce que réellement, quand vous arrivez comme député, je prends mon exemple, quand on est médecin, on n'a jamais fait de droit. Mais j'essaye d'apprendre depuis 3 ans, je pose des questions, j'apprends. Là, actuellement, sur toute cette période de confinement, j'ai travaillé avec l'Institut des droits de l'homme du barreau de Paris, justement sur cette privation de liberté, pour essayer de comprendre. Et malheureusement, mes collègues, pour la plupart, ne font pas cet effort. Et c'est dramatique. C'est dramatique pour notre pays. Et donc la loi, elle est passée, ça veut dire que le MoDem a voté pour aussi? Ah oui, bien sûr. Voilà. Le MoDem a voté pour. Le nouveau groupe politique Agir ensemble a voté pour. Voilà, nous étions. Les Républicains ont voté contre. Alors le matin même, le Sénat avait voté une motion de rejet. Donc les sénateurs, j'allais dire, ont fait de belles choses par rapport au plan de déconfinement, parce que je vous rappelle, ils avaient voté comme moi contre le plan de déconfinement. Et là, de la même façon, ils ont rejeté ce projet de loi. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est que au-delà de Stop Covid, qui est un échec total, et on peut le comprendre, pourquoi c'est un échec. Au-delà de cela, on parle d'un certificat d'immunité pour circuler. C'est abominable. Et je l'ai cité hier dans la discussion générale en disant que ça fait vraiment penser aux heures les plus noires de l'histoire, et qui n'est pas si lointaine que cela. Et voilà, on en vient à ce qu'on raconte nous sur les chaînes équivalentes à la mienne depuis, depuis longtemps. Et puis on était traité de théoricien du complot. Mais maintenant, ben, le complot, il arrive, hein. Et donc, est-ce qu'il y a un recours possible devant le Conseil constitutionnel de cette loi? Alors, vraisemblablement, il y aura des parlementaires, donc s'il y a une saisine du Conseil constitutionnel, j'en serai co-signataire. Après, en discutant avec des constitutionnalistes, il me disait que parfois, le Conseil constitutionnel prenait des avis curieux et peut-être qu'il valait, j'allais dire, laisser passer la tempête, c'est-à-dire vite se retrouver après le 30 octobre pour qu'on redevienne toujours et encore, parce que nous ne sommes toujours pas sortis de l'état d'urgence de 2017, parce qu'on rajoute des couches aux états d'urgence, parce qu'on est, voilà, c'était dans le cadre de la lutte antiterroriste, hein. On était déjà, on avait voté déjà un premier état d'urgence, mais en tout cas, voilà, il y a deux écoles. Est-ce qu'il faut saisir le Conseil constitutionnel? Est-ce qu'il faut alors là, je n'ai pas cette compétence. Donc, s'il y a une saisine, je serai co-signataire parce que je pense que il faut que le Conseil constitutionnel se saisisse. Et d'ailleurs, je me souviens très bien d'un moment où j'avais voté contre la fameuse loi anti-casseurs, et le président lui-même avait saisi le Conseil constitutionnel qui avait démontré que le premier article, qui était l'utilisation des LBD, etc., n'était pas possible dans la Constitution. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a des choses un peu curieuses, c'est extrêmement technique, et voilà, là je laisse aux sachants la possibilité, je crois que les sénateurs sont dans les starting blocks pour cette saisine.
D'accord. J'espère qu'ils le saisiront quand même, parce que sinon ça va aller d'état d'urgence en état d'urgence, quoi, pour justement arriver à mettre en place ce qu'ils veulent depuis le départ. Euh, Martine Vonner, c'était passionnant de discuter avec vous. Votre téléphone n'a pas sonné. Je l'avais mis sur silencieux. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'ils attendent, ils comprennent peut-être pas pourquoi je réponds pas. Mais... Dans tous les cas, moi, si j'ai un conseil à vous donner, et vous serez suivi, ce serait bien que, vous savez, on est 2022, c'est 2022, hein, c'est pas 2022. ouais, 2022. Ce serait bien que vous y pensiez. Ce serait bien que ce pays ait une femme présidente. Et je pense qu'avec vos convictions, votre franc-parler, ce que vous avez déjà prouvé, ce serait pas mal. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, hein, quand on voit. Mais j'ai pas envie de me retrouver avec Macron contre Le Pen, hein, et Macron qui gagne. On a déjà donné, si je puis dire. C'est ça? Faut-il continuer à penser que Macron contre Le Pen, c'est voilà, Macron qui gagne, c'est toujours mieux que Le Pen. Ça, j'en suis persuadée. Mais vous me faites une proposition intéressante. Il faut que j'y réfléchisse. Hein. Réfléchissez. Hein. Demandez déjà le nom, hein, parce que vous m'avez dit à vos enfants, Martine Vonner 2022. Hein. Voilà, Mais il y a quelque chose de sympathique. Voilà, si je prends que le M, ça fait M Vonner 2022. Ça peut être pas mal. ça peut être pas mal. Double sens. Ça peut être pas mal. Ouais. En tout cas, merci. Merci, ça fait du bien d'avoir des politiques comme vous, parce que des fois, il y a des gens qui veulent dire ah ben non, de toute façon, à quoi ça sert de voter c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ben voilà, la preuve que non. Hein, la preuve que non, c'est pas tous bonnet blanc et blanc bonnet. Il faut aller voter. Donc, Et, pensez-y. pardon de vous interrompre encore une fois. D'abord, merci à vous aussi pour le temps que vous me consacrez. Et je crois, tout à l'heure, on parlait de démocratie. On a vu malheureusement France entière au municipal l'abstention, alors qui aussi, on ne peut pas décorréler parce qu'il y a toujours des personnes qui ont peur de sortir. Hein. On n'en parle pas suffisamment, mais moi qui suis psychiatre, cette période post-traumatique ne fait que commencer. Hein. Pour certaines personnes, c'est très compliqué de sortir de chez elles. Et donc, je pense que ça a contribué aussi à l'abstention, mais très clairement, les politiques ne donnent pas forcément envie aujourd'hui de se déplacer pour aller mettre un bulletin. Vous avez parfaitement raison. C'est Mm. clair. Et vous avez raison, on n'a pas assez parlé des effets secondaires du confinement, des effets secondaires des médias de la peur. Parce que moi, je connais des personnes, des personnes âgées, qui est tout à fait normal, mais en fait, qui refusent maintenant de voir leurs petits-enfants parce qu'ils ont encore peur, quoi. Bien sûr, Ça bien fait sûr. peur quand même, hein. Mm. Mm. Et je crois qu'aux États-Unis, ça a explosé, le nombre de gens qui vont consulter. Tout à Et fait. les taux de En suicide. France aussi, parce que là, je suis en train de réfléchir à une question à poser au gouvernement et j'ai récupéré les chiffres des médicaments utilisés pendant la période de confinement et tous les psychotropes ont explosé complètement. Hein. Des hypnotiques, les anxiolytiques, avec une consommation beaucoup plus importante. Déjà qu'on est un pays très consommateur, mais là, ça a complètement explosé. Et je sais que le recours aux soins psychiatriques, mais là, il nous faut un deuxième temps d'échange parce que si je commence comme ça, vous me gardez encore une heure. Mais il y avait les patients déjà connus et qui ont beaucoup souffert pour certains de cette période parce qu'ils ne pouvaient plus accéder aux soins, notamment aux structures ambulatoires, hein, les hôpitaux de jour, les centres médico-psychologiques, qui, bon nombre d'entre eux étaient fermés. Donc des patients qui ont été très en difficulté, on les avait hein, sur les plateformes d'écoute, et des personnes qui n'avaient jamais consulté et qui maintenant sont dans un premier recours aux soins psychiatriques. Et on savait déjà qu'il y avait 12 millions de personnes en France qui étaient concernées, mais c'est vrai que ce chiffre va augmenter, malheureusement. Et hier, j'ai appris, moi, qu'il y avait des personnes qui attendaient des greffes qui n'étaient pas urgentes, hein, mais des greffes de reins quand même, parce que voilà, qui n'ont pas Bien été. sûr. Ben, en tout cas, si vous avez de l'actualité, si vous avez mon numéro de téléphone, vous m'appelez, Très hein, bien. n'hésitez pas, et vous Ouais. repassez. C'est très important qu'on vous connaisse, qu'on connaisse ce qui se passe, parce que
quand on allume la télé, vous l'aurez compris, c'est pas des vraies news qui passent en ce moment. Voilà. À bientôt, À Martine. bientôt, à bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir, Bye au bye. revoir.